Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 3e entretien avec Serge Abiteboul. Après avoir proposé une nouvelle introduction à l'IA, après s'être intéressé à la créativité pour essayer de différencier l'humain et l'IA, nous continuons cette recherche de différence en explorant la prise de décision, les sentiments et même la spiritualité. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies. Cause commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune-au-singulier.fm, sur notre app mobile Android ou iPhone, sur la bande FM, bien sûr, 93.1 et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Chers auditorices, nous n'avançons que grâce à vous, à votre écoute et à vos partages. Vous avez donc un grand pouvoir. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, si vous pouvez nous aider, liker et partager notre émission pour nous emmener plus loin. Si vous avez un iPhone, prenez 5 secondes pour nous retrouver dans votre navigateur en tapant Apple Podcast Parlez-moi d'IA et nous mettre 5 étoiles. Tout cela nous fait connaître et ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Écoutez Parlez-moi d'IA. Notre série d'entretiens avec Serge Abiteboul continue. On continue à creuser cette grande question de la différence entre l'humain et l'IA. Aujourd'hui, avec notre invité, je vous rappelle, chercheur à l'ENS Paris, directeur de recherche émérite à l'INRIA, membre de l'Académie des sciences, nous allons explorer d'autres grandes questions. L'autonomie de décision des IA, la dimension sentimentale que l'on peut partager avec une IA, et même potentiellement sa capacité à nous accompagner dans le registre spirituel. Vaste programme. Mais nous avons un bon guide. Bonjour Serge Abiteboul. Bonjour Jean-Philippe Clément. J'espère que vous allez bien et puis on continue notre exploration grâce à vous. Merci à nouveau d'être avec nous en studio. Parlez-moi d'IA, Serge. Pourriez-vous avoir une confiance aveugle dans un dispositif numérique, qualifié d'IA bien sûr, dont vous auriez supervisé l'entraînement et que vous auriez suffisamment testé pour connaître toutes ses capacités? Par exemple, une IA arbalète qui vise la pomme au-dessus de votre tête. Est-ce que vous avez totalement confiance dans ce cas-là? J'ai pas du tout envie d'essayer ce genre de jeu avec une IA ou avec un être humain. Mais bon, hypothétiquement, si j'avais pu la tester et vérifier ses capacités, j'aurais peut-être plus confiance dans une arbalète qui est pilotée par une intelligence artificielle que par un humain. J'aurais peut-être juste peur de moi me tomber dans les pommes et de me prendre la flèche. D'accord, c'est plus... En fait, vous n'avez pas confiance en vous par rapport à l'IA sur le dispositif. Exactement. On va parler prise de décision aujourd'hui, parler prise de décision finalement pour comparer la prise de décision de l'humain par rapport à l'IA. Alors justement, nous avons ici reçu quelques concepteurs d'IA qui ont a priori vocation à être quand même très autonomes dans leur manière de faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez justement de cette délégation de nos décisions aux IA? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que le contexte vous paraît opportun? Alors, c'est une question évidemment fondamentale. Je pense qu'il faut faire déjà une première chose. Premièrement, attention à la photographie par rapport au film. Donc, si aujourd'hui on pose la question sur une IA particulière pour une prise de décision particulière, la réponse peut être juste non. Aujourd'hui, le logiciel n'est pas au point suffisamment pour qu'on prenne ces décisions. Mais un jour, il le sera. Donc, si on regarde plus dans la durée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera sur la prise de décision dans un certain nombre d'années, je ne suis pas futurologue, et puis ça dépend évidemment des problèmes qui sont plus ou moins complexes, je ne vois pas de raison particulière pour qu'une IA ne soit pas capable de proposer des décisions comme le ferait un humain. La vraie difficulté, c'est pas ça là. Le vrai problème, c'est pas cela. Le vrai sujet, c'est de savoir si on veut que l'IA prenne ses décisions ou pas. C'est un problème d'éthique. Quand on parle de médecine, quand on parle de militaire, quand on parle de police, la vraie question, quand on parle de justice, bien sûr, la vraie question, c'est pas tellement est-ce que l'IA sera capable un jour d'avoir les mêmes performances que des humains? Moi, je pense que oui. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut déléguer ce type de responsabilité
à des IA ou pas? C'est ça la vraie question. Et ça, c'est pas une question technique, c'est une question sociétale, une question philosophique. Quelle place on lui laisse en fait dans notre dispositif global d'interaction? C'est un peu le mot qui revient souvent de human in the loop, l'humain dans la boucle. Comment vous voyez justement cette prise de décision, le fait qu'il y ait potentiellement à certains moments du processus encore un humain dans la boucle? Est-ce que ça finalement ça faciliterait les choses, qu'on se dise dans la règle qu'il y a toujours au moins dans une décision importante un humain quelque part dans la boucle? Alors c'est sûr que c'est confortable. C'est-à-dire que si on a un problème, une difficulté à imaginer que des IA puissent prendre des décisions, on va se dire c'est cool, on va faire, l'IA va proposer, et puis derrière il y a un humain qui décidera. Moi je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que d'une certaine façon, si l'IA est très bonne, l'humain devient une chambre d'enregistrement. On a vu ça avec la modération. C'est-à-dire que le modérateur qui est derrière une IA, l'IA lui dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Plus l'IA devient bonne, plus l'humain ne sert plus à rien. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté fondamentale de quelles sont les tâches que l'on ne veut pas laisser faire à des IA. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant non, mais il y aura un humain derrière. Je crois qu'il y a fondamentalement la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on ne veut pas faire à des IA. Pour chaque tâche, pour chaque action, se poser cette question-là, en disant est-ce que l'IA est adaptée dans ce contexte? Exactement. Et la question n'est pas du tout technique, ce n'est pas une question pour les informaticiens, la question est à la société civile. Et du coup, si on prend un exemple un peu concret, si justement on se penche un peu sur, par exemple, vous avez évoqué la justice. On en est où finalement à l'heure actuelle? Il y a eu des tests, il y a eu des éléments d'accompagnement de la justice. Mais où est-ce qu'on en est vraiment finalement? Alors, ce qu'il faut voir déjà dans la justice, c'est les algorithmes ont des vrais avantages. Les humains, par exemple, peuvent être opaques, injustes, incohérents. On a vu, par exemple, des études qui ont montré que les juges n'ont pas du tout les mêmes décisions avant et après le repas. Donc, un petit conseil pour les auditeurs, si vous avez fait un truc pas bien et que vous devez passer par la case justice... C'est à quelle heure? Passez plutôt après le repas et surtout pas juste avant le repas. D'accord. Mais bon, donc les algorithmes peuvent être plus efficaces de ce point de vue-là, mais ils ont quand même des problèmes. C'est qu'on parle là de problèmes humains, de données humaines, et c'est des domaines qui sont complexes. C'est souvent des situations rares. Encore une fois, les algorithmes de machine learning ne sont pas très bons pour ça. Donc il y a plein de difficultés. Alors pour l'instant, ce qui se passe, la situation, c'est qu'on fait faire des trucs un peu simples, comme par exemple filer des contraventions, des machins comme ça. Sur les trucs plus compliqués, ça a été utilisé par exemple aux États-Unis pour la mise en liberté sous condition, avec un logiciel qui s'appelle Compass. Il y a eu d'énormes engueulades pour savoir si Compass était raciste ou pas raciste, si vous aviez plus de chances d'être libéré sous condition si vous étiez blanc que si vous étiez noir. Mais en fait, le fond du problème, c'est que le logiciel n'était pas bon. Ouais. Et c'est encore mal entraîné. Il était mal entraîné. Le sujet est complexe. Donc il faut pas se leurrer. Très souvent, les situations, les logiciels dont on dispose aujourd'hui sont pas encore suffisamment au point pour faire des décisions trop complexes. Mais ce que vous dites, c'est quand même que la tendance voudrait qu'on arrive justement à avoir des décisions bonnes, même dans des contextes complexes. Alors, moi, c'est mon biais personnel, mais encore une fois, vous avez le droit de penser complètement différemment. Personnellement, je pense que les logiciels s'améliorent à une telle vitesse, et puis ils continuent à s'améliorer, j'ai pas de question là-dessus, que, encore une fois, je ne vois pas trop de limites techniques ou scientifiques pour que même des prises de décision compliquées soient proposées par des algorithmes un jour qui tiendraient compte de tout ce qu'on veut. On veut qu'ils tiennent compte de l'empathie, ils tiendront compte de l'empathie. On veut qu'ils tiennent compte de tout ce que on y arrivera probablement. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut le faire ou pas? Oui. Ce sera ça qui sera la pointe d'achoppement. Vous savez que dans cette réflexion sur les IA et sur finalement leur manière d'atteindre l'objectif, il y a ce concept de convergence instrumentale où l'IA finalement ne déraille pas de son objectif principal. On lui a fixé, comme vous dites, on lui a fixé un objectif, mais c'est plutôt dans le cheminement, dans les objectifs intermédiaires qu'elle déraille un peu et qu'elle se permet des choses. Si on laisse beaucoup d'autonomie de décision finalement à une IA, notamment dans son chemin, dans son cheminement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement, à un moment donné, elle se refixe ses propres objectifs et qu'elle prenne un peu le pouvoir, quoi?
Alors ça, c'est un thème éculé de science-fiction, parce Quasiment. que c'est vachement excitant d'imaginer que les IA vont nous prendre le pouvoir et puis que du coup, ça va devenir une puissance un peu exogène. Alors que là, pour l'instant, les IA, faut quand même remettre ça dans le contexte. Ce sont des logiciels que nous avons écrits, des humains ont écrit. Nous, collectivement, nous écrivons des logiciels et c'est ça les fameuses IA. C'est pas des extraterrestres. Alors par contre, on peut imaginer, et c'est ce thème de science-fiction, que petit à petit, elles vont évoluer, et puis à un moment donné, elles vont se dire, finalement, les objectifs que le patron m'a fixés sont un peu débiles, je vais choisir d'autres objectifs. Je ne vois pas très bien pourquoi on leur laisserait cette liberté de refixer leurs objectifs, pourquoi on s'amuserait à être un peu Dieu en disant, on va aller leur donner un degré de liberté. On n'est pas obligé de faire ça. Alors ça, tout ce que je dis là, c'est un peu rationnel. On peut aussi dire l'étendue de la bêtise humaine est telle qu'il y a des gens qui s'amuseront à ça. C'est pas impossible. Juste pour voir, oui, parce que c'est rigolo. Qu'est-ce qui se passerait si... Donc oui, peut-être qu'il y a un risque si on ne fait pas attention, quoi. Mais évidemment, il faut faire attention. On voulait aussi parler... Alors ça, c'est vous qui me l'avez proposé dans cet échange. Vous m'avez dit, ça serait bien qu'on arrive à parler un peu des sentiments, ou en tout cas de la facette sentimentale qu'on peut avoir vis-à-vis des IA. Alors ça, c'est un peu moins angoissant que l'IA générale, d'un premier abord. Encore que, voilà. Est-ce que finalement, les IA vont être capables de développer des sentiments pour qui et pourquoi, mais est-ce que vous pensez que elles vont avoir cette capacité, ou est-ce qu'elles l'ont déjà peut-être ? Alors, je vais rephraser votre question de deux façons différentes. Il y a deux aspects, il y a deux côtés à la pièce. Le premier, c'est est-ce qu'ils seront capables de comprendre nos sentiments ? Oui. Parce que les sentiments, en général, il y a deux côtés, quoi. Donc, est-ce qu'ils sont déchiffrer les sentiments humains ? Un IA qui fait du commerce, est-ce qu'il va détecter que le client au bout du fil est en train de péter un plomb et qu'il faut surtout faire quelque chose. Donc ça, c'est important. Donc est-ce qu'ils sont capables de déchiffrer ? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'ils sont capables de simuler, de produire au moins... Alors je dis pas produire, je dis simuler, parce que c'est une simulation. Ils ne ressentent rien. Ils vont simuler des sentiments. Alors ça, déjà, on le fait, par exemple, pour des bots qui sont au service d'enfants malades, d'enfants autistes, par exemple. Il faut qu'ils montrent de l'empathie. Ils vont simuler des sentiments. À la limite, même les bots commerciaux, ils vont essayer de vous avoir en étant gentils, en vous engageant dans un échange un peu empathique. Donc, ces bots, on arrive à dire, ils reconnaissent les sentiments, ils sont capables de simuler les sentiments. Alors, et c'est quoi la différence avec les humains ? Ah oui. Ils sont programmés pour faire ça. Est-ce que les humains, ils simulent jamais les sentiments ? Bien sûr, d'abord, les humains ne simulent jamais. Puis surtout, ils ont dit, mais ces bots, ils sont programmés pour faire ça. On est un peu programmés aussi. Nous, quand on imagine, quand vous mettez face à un bébé, par exemple, immédiatement, vous ressentez de l'empathie pour le bébé. C'est génétique. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais on est programmé à aimer les bébés. On est programmé, alors les gens le font plus ou moins bien, mais on est programmé à s'occuper des personnes âgées, etc. Donc, ces bots, ils sont pareils, ils sont programmés, ils simulent. Est-ce qu'on est très différent ? Ça revient toujours à la question autour de laquelle on tourne. Quand on étudie l'intelligence artificielle et quand on apprend quelque chose en intelligence artificielle, peut-être que l'effet principal, c'est qu'on se comprend mieux, nous, les êtres humains, par la bande. Oui, c'est vrai que c'est votre enseignement de ces différents entretiens. C'est finalement le miroir que ça nous renvoie. Elle simule... ça peut même suffire d'ailleurs à certains humains d'avoir ce type de relation, et ça peut être satisfaisant. Est-ce que c'est grave finalement ? Alors, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Je pense qu'on va vers de vrais problèmes. C'est-à-dire que quand on va être confronté à des intelligences artificielles avec lesquelles on va interagir, pour lesquels on va avoir des sentiments qui vont simuler des sentiments pour nous, qui peuvent être très importants pour nous. Par exemple, on peut imaginer une personne âgée avec un aide-soignant qui est un robot qui fait tout autour de lui. Toute sa vie passe par cet aide-soignant. Quand on voit comment des gens peuvent être attachés à leur chien ou à leur chat, on imagine très bien comment ils pourraient être attachés à un robot qui serait là en permanence et qui leur permettrait de vivre, par exemple, en autonomie, alors qu'ils sont pas en très bonne santé. Alors,
parle pas des bots sexuels, là on est dans le fantasme, mais on est aussi dans la réalité. Hein. Il y a des bots sexuels qui sont développés on l'a traité aujourd'hui. Ici, hein. Vous en avez parlé oui, ici. Oui, Dave Anquetil, un des épisodes de Parlez-moi d'IA, où effectivement il nous disait, mais on peut pas juger, quoi. Ça apporte quelque chose, Oui. et c'est peut-être utile. Et Lisa Bretzner est très passionnée par l'histoire des deadbots. Oui. Ces bots qui remplacent les personnes décédées. Ça crée des problèmes, ça peut être la cause de problèmes psychologiques. Alors, je ne suis pas psychologue, mais je pense qu'il faudra vraiment faire attention à ça. C'est ce que j'allais vous demander un peu comme question. Finalement, après, si on exacerbe le sentiment jusqu'au sentiment effectivement d'attachement presque amoureux et tout ça, il y a quand même, et puis on commence à le voir dans certaines actualités liées à ce type d'assistant, ça peut quand même, on peut aller vers des dangers. Il va falloir qu'on trouve des garde-fous. Il faut trouver des garde-fous. Il faut aussi des trucs plus concrets, hein, comme par exemple un bot commercial ne devrait pas avoir le droit de manipuler ses clients et d'utiliser toute une gamme de techniques psychologiques pour faire une vente bidon, quoi. Donc il faut se protéger contre des risques que pour l'instant, à mon avis, on connaît mal, hein, qui sont peut-être exagérés, hein, peut-être qu'on a juste peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, il faut se méfier. On doit donc développer de nouvelles règles d'Asimov, en fait, de nouvelles lois de la robotique sur ce que le robot ou l'IA a le droit de faire. Et vous, Serge, est-ce que vous dites bonjour, s'il te plaît, ou merci à vos IA? Alors, c'est peut-être une question intime, hein, je suis désolé. C'est une question très, très intime. Oui, la réponse est oui. Et je me suis demandé pourquoi. Et donc c'est une machine, c'est un logiciel. Donc, normalement, le logiciel ne ressent rien. Et pourquoi je suis gentil, pourquoi je suis poli? Alors, premièrement, parce qu'il y a des études qui ont montré que les IA étaient plus performantes quand on restait poli avec elles. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais en tout cas, on le dit. Mais surtout, c'est pour moi-même. Je veux dire, c'est que je le veuille ou non, j'anthropomorphise ce rapport avec une IA. Et si je me mets à être un vrai con, un vrai salaud, c'est un petit peu pour moi comme d'être un vrai salaud dans la vraie vie, avec des vrais gens. Donc c'est un peu l'histoire de est-ce que vous avez le droit de frapper un robot? À mon avis, non, il ne faut pas frapper un robot, pas parce qu'il sent quelque chose, il ne sent rien, mais parce que quand vous frappez un robot, vous perdez un peu de votre humanité. Oui, tout à fait. Là, on va encore plus loin, on passe encore un cap, si vous voulez, dans cette réflexion qu'on a en commun, et on s'interroge aussi sur, finalement, la capacité pour les IA de nous accompagner dans une dimension supplémentaire de la spiritualité. Et en se préparant à cette émission, encore une fois, vous m'avez dit, je pense que c'est une question assez intéressante. Moi, j'ai retrouvé, je voulais partager, certains anthropologues disent même que la spiritualité, les éléments liés au deuil, liés à tout ça, c'est finalement aussi ça qui caractérise l'hominisation, ce moment où le primate devient humain, c'est parce qu'il devient un peu spirituel. Pourquoi vous avez finalement voulu interroger cette question-là aujourd'hui sur la spiritualité des IA ? Parce que c'est une question que je trouve passionnante. Alors, pour être honnête, c'est une question à laquelle je n'ai pas pensé pendant des années. Puis un jour, j'étais invité à un panel avec un rabbin. Et le sujet, c'était IA et spiritualité. Et je me suis dit, mais je ne connais rien à la spiritualité, de quoi je peux parler? Et en fait, ça s'est avéré assez passionnant comme soirée. Alors, la question, il y a plein de facettes qui sont passionnantes. Alors, la première, c'est est-ce que vous pouvez avoir une aide spirituelle d'une IA? Et la réponse, c'est oui, déjà aujourd'hui. Donc, j'ai regardé, mais ça prend 5 minutes, vous allez sur Internet et vous demandez à votre IA préférée. Il y a déjà des bots qui vont vous aider, que vous soyez chrétien, musulman, juif, qui va vous aider en vous donnant des règles spirituelles qui correspondent à cette spiritualité que vous avez choisie. Donc ça existe déjà. Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'il suffit de donner à l'IA à bouffer tous les textes de la religion en question et tous les grands penseurs de la religion en question, et l'IA va devenir une spécialiste de la spiritualité de la religion en question. Alors ça, c'est un premier côté que je trouve intéressant et qui est déjà développé. Hein. C'est pas nouveau, quoi. Ça, c'est si on aime bien la liturgie. Voilà. Plus que les liturgies, c'est les rites. Aussi. C'est plus que ça. Alors, encore. Il y a les rythmes, mais il y a aussi tout ce qui est la culture. Vous pourriez imaginer même d'avoir des IA qui seraient athées
mais qui vous accompagnerait dans des règles morales qui sont partagées par une grande partie de la population. Donc, c'est pas que dans une religion. La religion étant une des facettes. Alors, il y a le deuxième côté que vous avez mentionné, c'est l'animisme. C'est vrai qu'on a tendance à croire que une rivière, ça a une âme. On a tendance à croire qu'une population a une âme. Et ça, c'est un arbre. Un arbre a une âme. Pourquoi pas? Alors, une intelligence artificielle qui était nourrie de tous les textes et de toute l'expérience humaine de millions de personnes, bah ouais, pourquoi elle n'aurait pas une âme aussi? C'est un genre de... C'est presque plus facile pour vous de croire qu'une IA fortement nourrie par tout ça a une âme qu'une rivière ou un arbre? Ou c'est pas comparable? À titre personnel, je crois ni l'un ni l'autre. Mais j'imagine que c'est plus facile de le croire. Mais c'est quand même une question un peu... d'une certaine façon, on va vous donner une réponse presque philosophique. Et alors là, on atteint peut-être le dernier côté. Alors je vais le faire, je vais la jouer, mais un peu philosophie de comptoir, le truc un peu simpliste. Il y a deux approches à tout ça. Il y a une approche matérialiste, alors qui vous dit oui, alors toute chose est composée de matière, tout phénomène résulte d'interactions matérielles, y compris l'esprit. Donc, dans le corps humain, c'est de la biologie, mais si vous mettez du silicone, c'est du silicone, mais après tout, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas faire la même chose avec du silicone que ce que nous sommes, nous, vraiment. Première approche matérialiste, à mon avis, c'est imparable si vous croyez ça. Oui. Deuxième approche, aussi imparable si vous croyez, c'est il y a une spécificité de l'esprit, un genre de supériorité presque ontologique de l'esprit sur la matière. Donc, ce que pensent beaucoup de gens. C'est de cet esprit-là que vont découler les valeurs spirituelles et morales. Et dans ces cas-là, c'est pas possible de faire ça avec un logiciel, d'accord? Puisqu'il n'y a pas d'esprit dans un logiciel. Bon, encore une fois, voilà, ça dépend de quel côté vous placez. On m'a demandé, alors justement dans cette discussion avec un rabbin, le rabbin m'a dit, mais il faut que vous choisissiez votre camp. Oui, j'allais un peu dire la même chose d'ailleurs. Il faut que vous choisissiez votre camp. Je choisis pas de camp parce que je sais pas quoi. Je vois pas pourquoi je serais obligé de choisir. Et oui, effectivement, c'est compliqué. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser, mais presque d'un point de vue sociologique ou anthropologique, dans cette conception un peu néo-animiste. On donne du pouvoir à ces outils et à ces objets parce qu'elles ont des capacités un peu nouvelles. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera une émission spécifique sur ce sujet-là avec des gens qui réfléchissent effectivement à ce phénomène de néo-animisme. Parce que je trouve que voilà, c'est quand même intéressant de voir comment l'homme fait une boucle et revient finalement à des façons assez primaires de vivre sa spiritualité. Donc du coup, allez, on essaie une synthèse. On est à notre troisième entretien. On arrive à la fin de ce troisième entretien. Si vous devriez faire une réponse courte sur la question « Qu'est-ce qui nous différencie vraiment des IA ?» Serge Abiteboul, qu'est-ce que vous nous diriez? Je vous dirais que c'est pas simple de trouver des différences. Et on continue à chercher. Il y a d'autres candidats. J'ai entendu des gens me dire l'humain, il doute, il a des faiblesses, il se trompe. Moi, je peux vous créer facilement une IA qui doute, qui a des faiblesses et qui se trompe. On m'a dit une fois, parce que l'humain va vous couper la parole quand vous parlez, alors que les IA ne coupent pas la parole. Il y a des gens qui se sont amusés à faire une IA qui coupait la parole. Donc, encore une fois, je crois on cherche, on ne trouve pas grand-chose. À mon avis, c'est pas tellement intéressant de trouver une différence. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre mieux comment les humains fonctionnent en regardant les IA. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Alors, et quand on cherche comme ça, on essaie de montrer quelque chose que les humains font, que les machines n'arrivent pas à faire, en général, on ne trouve pas. Ouais. Mais par contre, on gagne parce qu'on comprend mieux ce que font les humains. Oui, vraiment, moi je le retiens de ces trois entretiens, effectivement, cette capacité que ça nous renvoie à nous-mêmes.
Et dans ce tour d'horizon qui était finalement très philosophique pour un scientifique comme vous, il y a plein de questions qu'on n'a pas eu la possibilité de traiter, impact environnementaux, souveraineté des IA, régulation. Alors là, on revient un peu sur du terre-à-terre, hein, rythme effréné des innovations, les conséquences sur le travail, bien sûr, et puis finalement la responsabilité légale d'une IA qui va prendre des décisions un peu toute seule. Bon, ça nous fait revenir un peu, comme je vous le disais, un peu sur Terre. Bon, on ne peut pas tout traiter, puis vous aurez peut-être d'autres occasions pour traiter ces sujets-là. S'il y en avait un d'entre eux que vous auriez envie quand même d'évoquer dans ces sujets-là, ça serait lequel qui vous intéresse le plus ? C'est compliqué. Ce qui m'intéresse le plus, c'est une chose, et peut-être le plus important, je dirais que le plus important aujourd'hui, c'est l'aspect environnemental. Ouais. Parce qu'en fait, on est confronté non pas à une transformation, la transformation numérique avec l'IA, mais à deux transformations, la transformation numérique et aussi la transformation environnementale avec les risques considérables de bousiller la planète qu'on est en train de prendre. Donc si vous parlez d'importance, je pense que ça, c'est vraiment le sujet qui, moi, m'obsède le plus. Alors par contre, le sujet qui m'intéresse peut-être le plus, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces IA ? Qu'est-ce qu'on va faire de tout le temps ? Alors moi, je pars du principe qu'elles vont s'améliorer, qu'elles vont faire de plus en plus de choses, et donc on va dégager du temps. Et là, il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Alors on peut imaginer que on va leur filer toutes les tâches répétitives et on va se concentrer sur les tâches intelligentes, les tâches, créatives, les tâches qui enrichissent l'esprit ou les tâches qui sont du lien entre les humains. Donc ça, ce serait le côté positif. On a utilisé les IA pour enrichir notre vie. Autre possibilité, c'est que ça va encourager notre paresse et on va passer notre temps à ne pas réfléchir, à faire des jeux débiles sur nos téléphones et puis à regarder des émissions débiles à la télé. C'est donc une des vraies questions. J'ai l'impression que ça ne vous angoisse pas tant que ça, finalement, le temps disponible, que ça va dégager, que vous allez trouver le moyen, effectivement, de... Non, ça m'angoisse et je pense à... Bon, je vais prendre un exemple idiot, mais qui vous fera peut-être comprendre le genre de conflit auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Donc, j'écris. J'aime beaucoup écrire, ouais. C'est mon hobby. Qu'est-ce que je fais ? J'écris. Avant, je prenais un stylo, j'écrivais. Après, j'ai pris un ordinateur, un traitement de texte et j'écrivais. Rappelez-nous le titre de votre dernier livre ? Ça s'appelle « Les morts de Liora ». Très bien. Donc, c'est un roman qui parle aussi d'intelligence artificielle et de bots. Donc, j'écris et je prends beaucoup de plaisir à ça. Puis, évidemment, puisque j'écris, je peux me faire aider d'une IA. Donc, j'ai mon IA qui est là, à qui je donne les textes que j'exprime en disant « Est-ce que tu pourrais me dire si c'est bien écrit, s'il y a des fautes, s'il y a des lourdeurs, quels sont les personnages qu'on pourrait enrichir, etc. » Alors déjà, l'IA commence par me dire « Ouais, c'est génial, tes personnages sont super, t'écris vachement bien, etc. » Ça, c'est déjà agréable. Mais après, une fois que tout ça est fait, elle me trouve des erreurs, elle me montre des problèmes de mon texte, et ça, j'aime beaucoup. Mais c'est là qu'on tombe sur le mais. Tout de suite après, elle va me dire, est-ce que tu veux que je réécrive ce chapitre ? Tu veux que je te soulage un petit peu ? Voilà, est-ce que tu veux que je réécrive ton chapitre ? Parce qu'il est très bien, mais je pourrais faire mieux encore. Ou est-ce que tu veux que j'écrive le prochain ? Et donc, il y aura une tentation, et je suis fainéant, il y a une tentation de fainéantise qui serait de dire, laisse tomber, elle va écrire mon prochain chapitre, et moi, je peux continuer à jouer sur mon jeu vidéo. Voilà, donc on est tous confrontés à ça aujourd'hui. Il y a une sorte d'hygiène à avoir vis-à-vis de ces propositions de facilité. Absolument. Merci beaucoup, Serge, pour tous ces partages. On avait une grande annonce à faire dans ce dernier entretien, qui n'est pas le dernier, en fait, tout simplement, parce que j'annonce que vous rejoignez l'équipe d'animation de cette émission, Parlez-moi d'IA, pour nous faire découvrir les travaux de thésards autour du numérique et de l'IA, et je vous en remercie, on est très honorés. Qu'est-ce qui va vous intéresser dans cette démarche, justement, de faire parler les thésards au micro de Parlez-moi d'IA ? Dans le blog binaire que j'anime avec des copains depuis très longtemps, on interviewe, mais plutôt des stars, des gens qui sont les meilleurs de leur domaine, et c'est très agréable parce qu'ils nous expliquent leur domaine, et je prends beaucoup de plaisir à ça. Puis je me suis dit, j'ai envie maintenant, alors peut-être parce que je suis plus vieux et que j'ai envie d'interagir avec des gens plus jeunes, je me suis dit, mais j'ai découvert qu'en discutant avec des doctorants, ils avaient une vision peut-être plus fraîche, une vision plus originale, une vision des fois décalée, qui était intéressante aussi. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de faire découvrir dans cette série, c'est d'essayer de faire
partager leur passion à ces étudiants. Et finalement, nous porter plus loin dans la réflexion, parce que souvent, ils ont des réflexions qui sont un peu en avance par rapport au reste J'espère. du monde. J'espère. Eh bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Serge, pour ces 3 entretiens et pour vos futures émissions. On se retrouve bientôt. Merci, Serge. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre grand pouvoir, liker, partager. Cela stimule l'algorithme pour nous proposer à d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et vos impressions sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur LinkedIn, car ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de vos retours. Allez, restez sur 93.1 FM, sur Cause Commune, et on se dit à bientôt. À bientôt.